Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci d'être avec nous, vous êtes sur Live TV. Eh bien, elle est là, c'est la nouvelle saison, une saison qui marque une étape supplémentaire dans l'histoire que nous construisons avec vous, vous le savez. Depuis donc 2020, ça a été donc des débats n'en point finir, des choses pour permettre à la Côte d'Ivoire de prendre le virage que tous nous souhaitons collectivement. Eh bien, nous serons encore là cette année pour vous permettre de vivre dans ce joli décor des moments extrêmement importants pour l'histoire de la télévision ivoirienne, pour l'histoire de la nation tout court. Et pour vivre cela, je me suis fait accompagner, mais non, c'est plutôt elle qui va me supporter durant ces moments-là. Elle, c'est Christelle Mélège, que j'ai plaisir à recevoir ici pour cette première de ce grand talk. Bonsoir André, bonsoir chez vous. Je suis très heureuse de rejoindre la team. Et comme il l'a dit, je sais qu'on fera ensemble de très grands moments de télévision. Avant de découvrir tout notre plateau, ça sera juste après ceci. Et on aura beaucoup de plaisir pour cette saison d'être accompagné de grandes personnalités, des personnes que vous connaissez, qui ont déjà fait l'histoire avec vous au Grand Talk. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Heureuse de vous retrouver. Moi également. Le plaisir est partagé. Puis ça me fait plaisir de retrouver cette grande team du Grand Talk. Daouda était avec nous pour terminer le petit talk, je dirais le talk tout simplement, avec Isabelle. Donc, c'est un grand plaisir de retrouver aussi des aînés, André Bois. Il a tout éventé. Passion, voilà. Ça. Ah ok. Alors, on y va. Alors après Herman Aboua, voilà, la force tranquille, on va dire, André. Ouais. C'est monsieur Alain Toussa. Alain Toussa, bonsoir. Bonsoir Christelle. Très heureuse d'être avec vous. Plaisir partagé et également de retrouver André. Merci Toussa. Christelle, c'est comme si vous présentiez donc votre team, elle est carrément à votre droite. Je vais présenter la mienne. Exactement. Complètement donc ici, avec bien sûr, parce que moi j'adore cette couleur qui souligne toute son élégance, c'est bien sûr Isabelle Vevor qui est en vert. Bonsoir à tous, bonsoir chez Alors, elle nous dit, elle est contente, il y a des analystes de haut vol qui sont là. Et bien, parmi ces analystes de haut vol, on a bien sûr Élisée Boloubé. J'ai entendu quelque part, on a commencé à l'appeler le professeur. Élisée Boloubé, bonsoir. Bonsoir André. Ben, je ne sais pas pourquoi on m'appelle le professeur. Hein. C'est vrai que dans une vie, j'ai failli être enseignant. Ouais. J'ai quand même quelques... Il m'arrive de temps en temps de donner quelques cours. Mais je pense que je suis loin d'être un professeur. Beaucoup de téléspectateurs aiment sans doute votre façon de détailler, d'expliquer les choses pour que tout le monde comprenne, de parler de... On va faire les choses avec pédagogie. Est-ce que lui le fait avec pédagogie Je ne sais pas. Je pense que déjà, il a une belle renommée sur ce plateau, André. J'ai eu à le découvrir lors des séances de travail. Daouda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et puis bonsoir chez vous. Il a commencé par... Il est le seul qui a... Je ne vais même pas dire... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré du doigt les téléspectateurs. Il y a un petit contentieux entre vous? Non, pas du tout. J'adore les téléspectateurs que je salue au passage, les passionnés depuis la première saison jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours là, qui nous accompagnent. Je pense à Titi, là-bas et autres, Dominique et autres. Vraiment, merci pour votre accompagnement tout au long de ce parcours. Christelle, mesdames, messieurs, la promesse que nous prenons pour vous, c'est de vous faire passer des moments intenses de télévision, elle a dit, mais surtout de vous conduire dans une forme de démocratie à l'ivoirienne où on se parle. Et vous le savez, depuis 4 ans, Live TV est bien sûr au devant de cette façon de faire. Et nous vous remercions encore de prendre le rendez-vous avec nous. Mais avant, on va permettre quand même à nos amis, ils reviennent des vacances, à part sans doute notre Herman, très cher Herman et Isabelle. Oui. Alors justement, André l'a dit, pendant ces vacances-là, qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a eu tellement de faits, mais avec vous, Daouda, on va aller sur ce qui s'est passé pour ces régionales, les élections, et vous allez parler de 2 grandes dames. Oui, 2 grandes dames qui m'ont véritablement marqué dans cette élection. Quand on sait qu'on est en Côte d'Ivoire, il y a une certaine forme de parité. D'après le recensement général de la population, il y a 49% des femmes.
Mais au niveau de la scène politique, ces femmes ont du mal à se faire une place dans une forêt de testostérone, d'hommes. Mais finalement, ces deux dames, je parle d'Aka Véronique et de Anne Désiré Oloto dans le Cavali, déjà Aka Véronique a battu une grosse tête de la politique, Pascal Afingessa, candidat du RHDP et FPI au niveau du Moronou. Elle l'a battu à plate couture avec 61,32% des voix. Quant à... président Afingessa, 37,23%. Voilà. Quant à Anne Désiré Oloto, elle avait du pain sur la planche parce qu'on avait le retour d'un PPACI au niveau de Guiglo avec un Hubert Oulaï en pleine forme parce qu'il avait aussi une présence dans la région du Cavali. Mais malgré tout cela, malgré l'alliance que le PDCI et le PPACI avaient, elle a réussi à les battre à près de 56,% des voix. Et j'avoue qu'il y a un travail acharné qui a été fait. C'est pour dire qu'au-delà de tout ce que les gens disent, malgré que les hommes politiques, les partis politiques ont du mal à mettre les femmes en avant, ces deux femmes-là ont démontré qu'il fallait compter avec elles parce que Aka Véronique avait été présidente des régions, elle avait été battue. Présidente surtout de conseil général. Elle a repris. Voilà. Et après, elle revient encore de plus belle. Anne Désiré Oloto, présidente des régions, elle remplit encore. Franchement, j'aimerais dire bravo à ces deux dames-là qui ont marqué mes vacances. Merci Daouda pour ce point donc, de vos vacances. Et puis Herman aussi, lui, il était couramment sur ce plateau et il a vécu quand même quelques événements, notamment dans des pays voisins. Et il va nous dire et pourquoi ça l'a marqué cette situation au Niger. Moi, je pense que la question du Niger, ça a été un sujet à rebondissement. Déjà, il a révélé que l'Afrique, avec le temps des coups d'État, continue, a repris avec le temps des coups d'État, avec ce qui se passe déjà aussi au Gabon. Mais ça a aussi montré que la volonté africaine veut s'exprimer à travers une jeunesse qui, quand on voit le narratif que cette jeunesse utilise dans ces crises-là, on sent qu'elle veut s'exprimer, elle prend part au débat. Il nous a révélé aussi au grand jour une conscience africaine, comme je le disais, mais quand on regarde aussi ce qui se passe au Gabon, avec les Occidentaux qui ont une appréciation à géométrie variable des crises. Si on regarde, on compare cela avec le Niger, on a vu aujourd'hui que les gens sont... C'est sûr, ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas la même situation, mais certes, mais coup d'État constitutionnel ou coup d'État militaire, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand on regarde la situation de l'ancien président Ali Bongo lâché par ses anciens parrains, il faut le dire, pendant qu'on appelle à un retour à l'ordre constitutionnel pour le président Bazoum au Niger, il faut comprendre que l'Afrique ne s'est pas encore prise en charge totalement. Bon, voici ce que dit notre chroniqueur. On sent que sur ce plateau, ça va être épreuve de vérité, ça va être évidemment dire les choses assez poussées, dire les choses de façon cash. Alors après Herman, André, Isabelle revient sur cet événement assez douloureux du 1er août 2023. Oui, alors moi, l'événement qui m'a vraiment marqué, c'est le 1er août, le décès donc du président Henri Konan Bédié. Faut savoir qu'il était une figure proue de la politique ivoirienne. On l'a toujours connu avec donc ces deux autres camarades, voilà. Et finalement, on a l'impression en fait qu'au niveau politique, on a une sorte d'absence, voilà. Et je pense que son décès a aussi pesé pour beaucoup dans les résultats au niveau du PDCI. On a également vu à chaque fois que le président Bédié faisait une sortie, un discours, ça créait en fait un raz-de-marée médiatique où certains observateurs, analystes s'affairaient à décortiquer ces discours et vraiment il y avait énormément de leçons qu'on en tirait de ces différents discours. Et ça va nous manquer véritablement. Après, il y a aussi pour la symbolique des trois. Ouais. Vous savez, une chaise ne tiendra de sa stabilité que par son troisième pied. Exactement. Vous lui enlevez en fait ce troisième pied, elle devient instable. Et moi, j'ai envie de dire qu'est-ce qui va se passer finalement pour la suite au niveau de la politique ivoirienne sans donc cette figure proue qu'on a toujours connu. Et finalement, il a tellement été présent, il a traversé des générations qu'on avait l'impression en fait, qu'il était immortel. Et ça a créé en fait un véritable choc émotionnel et aussi un choc au niveau politique. Eh bien, donc, le président Henri Konan Bédié qui nous a quittés, vous en parlez comme un événement qui vous a marqué durant donc, cette période de vacances. Et puis, il y a eu quand même cette affaire de la Côte d'Ivoire et sa relation avec le riz tout court.
on adore le riz et parfois ça manque sur nos marchés et parfois c'est cher. Et Élisée Boloubey a décidé d'en parler. Oui, je dirais que c'est l'un des événements en tout cas qui a attiré mon attention durant ces vacances, l'augmentation du prix du riz, pour la simple raison que le riz reste l'une des denrées les plus demandées, de grande consommation, et d'ailleurs même qui a fait l'objet d'un plafonnement de prix de la part du gouvernement. Mais on s'est rendu compte à la suite de ces augmentations-là que ce n'était pas toutes les qualités en réalité qui avaient été prises en compte par le plafonnement. Voilà. Donc ça aussi, il était important de le préciser. Et la Côte d'Ivoire consomme environ 2 millions de tonnes de riz par an. Et nous en importons un peu plus de 1 400 000. Vous voyez un peu le gap. Donc, on a juste sur le plan local à peu près 600 000 tonnes de riz. Et ça reste encore largement en deçà de nos capacités. C'est d'autant plus surprenant que la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, quand même, a mis en place un ensemble de mécanismes, de politiques, dans le but vraiment d'être autosuffisant sur le plan alimentaire, mais principalement dans le cadre du riz. On a même, en souvenance, la mise en place d'un ministère de riz en septembre 2019, qui malheureusement, 1 an et demi pratiquement plus tard, a disparu. On ne sait pas trop pourquoi, mais qui avait pour objectif de permettre à la Côte d'Ivoire d'ici 2025 d'arriver à l'autosuffisance en matière de riz. Et en 2030 même d'en être exportateur, mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, c'est un peu difficile. Et c'est d'autant plus inquiétant que les pays qui étaient des pays d'importation du riz aujourd'hui sont en train de prendre un certain nombre de mesures qui deviennent des mesures difficiles pour nous. Notamment l'Inde qui, depuis le mois de juillet, a décidé de suspendre l'importation d'une certaine qualité de son riz parce qu'elle estime déjà que la commande à l'intérieur devient de plus en plus grande. Il y a le Vietnam aussi qui a décidé d'augmenter une partie du prix de son riz. Et puis, il y a la Thaïlande aussi qui, à son niveau aussi, a pris un certain nombre de mesures. Je pense que ça pose vraiment la problématique de plus en plus à permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir être autosuffisante en riz. Je pense qu'il faut sortir désormais des discours et puis passer maintenant aux actes. Et la Côte d'Ivoire en a les moyens, je pense. Nous en avons les moyens et comment? On pourra en parler ici parce qu'on n'oublie pas, juste avant que je relance là-dessus, ici, nous recevons des personnalités. On espère simplement que les dirigeants de l'ADERI qui s'occupent aujourd'hui justement de toute cette politique du riz en Côte d'Ivoire vont nous rejoindre une de ces semaines pour parler justement de la politique de la Côte d'Ivoire en la matière. Je vous laisse poursuivre. Alors après le riz, c'est très intéressant de parler du riz, mais on va quitter la Côte d'Ivoire et aller en Russie avec Alain Toussaint. Alors, on va parler un peu de l'ex-patron de Wagner, sa disparition et aussi de ses implications. Bien sûr, l'actualité en Europe a été marquée par 2 événements majeurs. Le 23 juin, le groupe Wagner a déclenché une mini-rébellion contre le régime, donc une rébellion qui a été stoppée par l'armée et à la suite d'interventions de présidents étrangers. Et 2 mois, jour pour jour, après, c'est la mort dans un accident d'avion de Eugène Prigojine, qui était le fondateur, créateur de Wagner. Alors, ce monsieur était un proche du président Poutine. Il en était le cuisinier, on a dit. Le cuisinier, et il a commencé à le fréquenter au début des années 2000. Et il s'était fortement investi pour essayer d'implanter la Russie à la fois sur les terres de conflit en Syrie et en Afrique. On sait notamment que le groupe Wagner est encore présent en République centrafricaine, ensuite au Mali, un peu au Burkina, et certainement bientôt dans d'autres pays. On ne l'a pas fait Toussaint Christelle pour les autres, mais on va quand même vous poser une question. Est-ce que là, cette mort de Prigojine va changer quelque chose dans la présence de Wagner ou dans la présence même de la Russie tout court en Afrique? Non, je ne le pense pas, parce qu'il y avait encore quelques analystes naïfs et même des réseaux diplomatiques européens qui pensaient que Wagner n'avait aucune connexion avec le gouvernement russe. Moi, j'ai eu l'opportunité, je ne sais pas si c'est une chance en tout cas, de rencontrer M. Prigojine en janvier 2019 à Moscou. Ouais. Et c'était quasiment comme un officiel, parce qu'il était avec le vice-ministre des Affaires étrangères, qui est le Monsieur Afrique de M. Poutine. Et donc, c'était des opérations, et cela demeure encore des opérations sous le pavillon russe. Donc, c'était une personnalité éminemment importante qui portait toute la stratégie de la Russie en Afrique. Et je pense que cela va continuer, notamment à travers des accords militaires, comme c'est le cas au Mali, au Burkina, et aussi en Centrafrique, au Soudan.
Voyez-vous, mesdames, messieurs, ce qui fait ce plateau, ce qui fait la particularité de cette émission, c'est la variété des sujets. Nos amis ici ont parlé donc du Niger, de la Russie, on a parlé du riz, on a fait un clin d'œil au grand timonier Henri Konan-Bédié, sans oublier, bien sûr, avec vous-même, Daouda, évidemment, la place des femmes. C'est très important. On va commencer à faire une bataille de féministes. Ben non, mesdames, messieurs, on parle de politique, Christelle, et la politique, ce sont les élections. On vient de vivre 2 étapes importantes de notre démocratie. C'était les élections donc, locales au niveau donc, des mairies et des conseils régionaux, et puis il y a eu les sénatoriales. Alors, tout pour le RHDP et rien pour les autres. Alors, on aimerait vraiment avoir vos avis là-dessus. Alors, ça a été démontré, hein, l'hégémonie du parti au pouvoir dans ces différentes élections que nous avons connues. Il faut s'interroger, avons-nous une opposition? Est-ce que c'est parce que les chiffres sont là? Alors, nombre de listes pour les sénatoriales, nous avons 111 candidats. Nombre d'électeurs inscrits, 9000 et quelques. Mais quand on a un résultat pareil au niveau du RHDP, est-ce qu'on doit se dire que c'est parce qu'ils sont au pouvoir ou il y a un véritable travail que ce parti-là a eu à faire pour être validé, applaudi par les populations lors de ces élections que nous avons eues? Christelle, bon, je pense que quand déjà, on parle des sénatoriales, mais déjà quand on regarde le résultat de l'élection municipale et régionale qui s'est passée, forcément, on ne pouvait s'attendre au résultat au sénatorial. Ouais. Mais pour le constat que j'ai pu faire sur le terrain au niveau de Guiglo, au regard de ce que j'ai pu voir là-bas, c'est que techniquement, la candidate de là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? Et même celui de Daloa, justement, Mamadou Touré. Ils ont posé des actes concrets sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais à certains de mes amis, c'est que la mentalité des Ivoiriens est en train de changer. La façon de voter des gens est en train de changer. Aujourd'hui, ils veulent des résultats concrets. Ils veulent le développement. Avant les élections. Donc, ils ont travaillé avant les élections. Pendant ce temps, l'opposition est restée dans le discours. Je veux dire, le logiciel n'a pas évolué. Ouais. Il n'y a pas eu de mise à jour. Donc, le discours a été toujours le même pendant des années. Nous sommes les enfants du pays, nous sommes les fils du pays, donner le pays aux enfants du pays. Donc, finalement, les gens n'ont pas besoin de ça. Parce que les populations des villes de l'intérieur, de quoi est-ce qu'elles ont besoin? Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de se soigner, elles ont besoin de l'électricité. C'est ça la réalité. Donc, concrètement, quand ces partis leur donnent cela, techniquement, ils vont accorder leur voix, leur suffrage à celui qui leur donne le développement, le bien-être, et je pense que c'est ce qui a compté pour le RHDP. Très bien. Un autre avis, sans doute, une autre façon de voir, parce que Christelle posait la question de savoir, est-ce que finalement, on ne peut pas soupçonner donc, ce parti RHDP d'être hégémonique sur la base d'une façon de faire la politique que beaucoup n'apprécieraient pas? Quel est votre point de vue là-dessus, Herman? Moi, je pense que le RHDP, il faut l'admettre, hein, a fait un travail. Donc, ces acteurs, de toute façon, lorsqu'un parti est au pouvoir, il y a toujours que les leaders dans les régions sont beaucoup dynamiques parce que c'est plus facile d'orienter des projets de développement à l'endroit des populations. Donc, en même temps, un discours qu'on a entendu, il faut peut-être le noter, c'est que les populations aussi sont craintives. Ouais. Certaines populations avec qui on a échangé, est-ce qu'ils peuvent, si on choisit un autre maire ou un autre président du conseil régional, est-ce qu'on peut lui libérer le budget? Parce qu'on a vu ça dans les discours de certains candidats du RHDP. Attends, c'est comme si vous soupçonniez le RHDP d'utiliser une forme de chantage. Je ne dis pas le RHDP en général. Enfin, le parti au pouvoir. Non, je ne dis pas le RHDP ni le parti au pouvoir, mais j'ai déjà entendu cela de la bouche de certains candidats du RHDP. Et on a vu des vidéos circuler qui disaient que si vous ne voulez pas, vous ne nous votez pas, ce n'est pas sûr que vous aurez le budget pour développer. Donc, ces questions-là. Ce n'est pas une fantaisie de langage ou c'est vraiment, selon vous, la réalité? Je n'en sais rien, mais c'est les propos. Je prends ces personnes qui le disent à leur propre terme. Donc, on a entendu cela. Donc, cela peut influencer l'électorat. Je ne dis pas que le RHDP ne fait pas du travail sur le terrain. Est-ce que Isabelle a entendu les choses comme ça, a fait la même interprétation que notre très cher Herman? Les populations sont très intelligentes, même si, je veux
veux dire, on a 47% de taux d'analphabétisation, en fait, d'analphabètes, pardon, en Côte d'Ivoire, mais les populations savent quand même reconnaître leur intérêt. Et leur intérêt ici, pour elles, c'est vraiment le développement et c'est d'adhérer donc à la politique du gouvernement. Au-delà de ça, dans une analyse un peu plus globale, moi j'ai envie de dire le RHDP a vraiment misé en fait sur les candidats, c'est-à-dire qu'ils ont pris des personnes qui sont de la localité pour être des candidats. Donc en fait, au niveau de chaque région, les populations se sont directement identifiées en fait à celui qui a été choisi par le RHDP. Donc ça, je pense que ça a joué pour beaucoup. Après, il faut noter aussi que depuis 2010, on connaît en fait le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Donc les populations qui avaient 15-13 ans à l'époque, qui aujourd'hui sont de nouveaux majeurs, n'ont connu que ça, n'ont connu que la politique du RHDP. Donc si autant de populations votent pour le président Alassane Ouattara et pour sa politique et donc pour ses candidats, c'est du fait en fait qu'elles apprécient ce qui est fait. Voilà. Et donc c'est le jeu électoral, c'est démocratique. Certains pourraient dire, Alain, que le RHDP utilise sa machine électorale. Toute élection est toujours une forme de prime au gouvernement qui est en place. C'est encore plus probant quand le bilan de ce gouvernement peut être palpable, notamment dans les populations. Au mois de juillet, j'ai pu me rendre dans le Haut-Sassandra et j'ai vu d'abord le volontarisme des dirigeants qui étaient donc dans ces collectivités locales et les actions qui étaient menées par le gouvernement. Quand vous circulez dans le pays, vous voyez quand même qu'il y a un certain nombre d'infrastructures. Donc forcément, même les candidats les moins charismatiques tirent profit, comme on dit, de ce ruissellement, le travail du gouvernement. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que depuis 20 ans, c'est une constante où on peut observer que le RDR, donc l'ancêtre du RHDP, a toujours gagné les élections locales. Et le FPI, l'ancien de Laurent Gbagbo, est arrivé en deuxième ou troisième position dans un certain nombre de localités. Donc, c'est la cartographie politique du pays qui est ainsi, et cela est d'autant plus renforcé lorsque c'est un parti de gouvernement qui mène un peu la bataille. Mais à vous entendre, je veux que vous gardiez la parole avant qu'on passe la parole à Élysée, Christelle, c'est que est-ce que l'esprit de gauche est mort en Côte d'Ivoire? On se pose la question, parce que là, les résultats sont quand même un terrible désaveu pour toute la gauche. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Quel est le problème au fond, Alain? Et pour terminer sa question, est-ce que ce sont des votes sanctions que les populations ont données à la gauche ivoirienne? Non, je pense que c'est un vote par méconnaissance de ce que propose ou ce que peut proposer la gauche. En fait, quand vous parlez de la gauche, c'est un peu global. Il y a une gauche politique incarnée par les partis politiques, ceux du gouvernement, FPI, PPACI maintenant et les autres. Et puis il y a une gauche syndicale, celle qui notamment a porté Laurent Gbagbo dans les années 90, a supporté, soutenu son combat politique. Or, il y a une déconnexion entre ces deux gauches. Aujourd'hui, on a les syndicats qui préfèrent travailler avec le gouvernement, on l'a vu d'ailleurs avec un certain nombre de mesures prises par le gouvernement qui montrent bien qu'il y a une sorte d'osmose, de dialogue assez vertueux entre le pouvoir et les syndicats. En revanche, la gauche politique, elle paye le prix d'une décennie quand même d'absence de Laurent Gbagbo et aussi d'une absence de projet, de vision, de programme. Et on l'a vu à l'occasion de ces élections législatives, municipales et régionales. Ça va être très court pour vous, Élysée. Très court, parce que vraiment ça tombe sur vous. Est-ce que Alassane Ouattara réussit son pari qui était de rassembler, d'avoir un grand parti qui régnerait sur la Côte d'Ivoire des années durant? Et on termine là-dessus. Mais je pense que les faits le démontrent d'eux-mêmes. Voilà, aujourd'hui, je pense que on est tous unanimes à le reconnaître. Il est arrivé à atteindre son objectif, celui-là, effectivement, d'avoir un grand parti et tout ça. Mais moi, je pense que ce que peut-être le président Ouattara a réussi de plus, c'est d'arriver à transformer ce courant qui était censé être un courant libéral en un courant socialiste en réalité. Parce que les actions que pose le président Ouattara n'ont vraiment rien de libéral, c'est plutôt des actions qui vont dans le sens du socialisme. Là, Élysée, vous ouvrez un grand champ de débat et je pense qu'on ne va pas refermer tout ça. Il faut qu'on en reparle, Christelle, moi je pense, juste après cette pause. On va en reparler. On va en reparler juste après la pub. C'est toujours la même, elle ne cessera jamais de vous surprendre, elle ne cessera jamais de vous éblouir, vous le savez, c'est Live TV. Elle invente la télé, elle se réinvente d'année en année, voyez-vous, c'est une nouvelle saison avec de tout nouveaux décors pour nos principales émissions. Et pour nous retrouver, vous le savez, puisque vous nous regardez, vous avez choisi ce canal-là, c'est sans doute le canal numéro 6 de la TNT.
ou le canal 206 pour ce qui concerne donc le bouquet Canal+. Merci d'être avec nous. C'est le Grand Talk qui continue. Je suis en compagnie donc de Christelle Meledge. André Bois, on est toujours avec nos amis sur ce plateau et on va parler. Tout à l'heure, Élysée avait donc lancé le pavé dans la mare. On va poursuivre ce pavé-là, on ne va pas le lâcher. On parlait justement de la tendance. Oui, j'expliquais de ce qu'avait réussi le président Alassane Ouattara. Voilà, justement. Comme je le dis, on sait, le président Ouattara, qui est, c'est vrai, avant de devenir président du RHD, peut-être président du RDR, donc est un parti libéral et donc très proche des courants, disons, capitalistes. Mais qui, au fur et à mesure... Voilà, aujourd'hui, quand on regarde la gouvernance du président Ouattara, on se rend compte que cette gouvernance-là a pris un virage qui est parti du libéralisme pratiquement vers le socialisme, en fait. Puisque juste au point où même le président Ouattara a mis en place un programme qu'il appelait programme social du gouvernement. Ça, ce n'est pas des programmes qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans des gouvernements libéraux. Ça, c'est la réalité. Je vois juste à côté, Isabelle qui donne ligne de la tête. Elle n'est pas d'accord. Pourquoi Isabelle? Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que la politique du président Alassane Ouattara est cohérente. En fait, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est ce qu'on appelle, c'est un courant en fait, du libéralisme qui s'appelle le social-libéralisme, qui a été donc créé par John Stuart en 1911. Ouais. Voilà. Donc en fait, il est complètement en cohérence avec son Exactement. Son et en action. fait, dans cette politique, dans cette idéologie, on met juste l'humain au cœur de tout le dispositif. Voilà. Élysée Bolougou, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Non, je voudrais après rapidement qu'on aille sur les enseignements quand même de ces élections. Rapidement, il termine là-dessus. Oui, je pense qu'on pourra peut-être poursuivre le débat, mais vous voyez, je répète et je le dis, le président Ouattara fait partie du RDR, qui est un parti libéral. Quand on me parle de libéral socialisme, je comprends tout de suite qu'on est en train de migrer. C'est-à-dire que d'un libéralisme... Social-libéralisme, qui est un courant du libéralisme. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, finalement, je pense qu'on ne réussira pas à vous départager. Mais il fallait quand même qu'il termine sa phrase. Il va terminer, non, parce que je pense qu'il a... L'un dit que le président Alassane Ouattara est en train de faire un mouvement. L'autre, elle dit non, c'est plutôt en cohérence avec sa façon d'être, puisqu'il est libéral, mais il est aussi social, libéral. Bon, c'est un débat qu'on pourrait porter ici même, parce que Alain Toussaint, il aime ça, hein, quand on parle d'idéologie, etc. D'autant que pour moi, les idéologies n'existent plus. Depuis 1990, la chute du mur de Berlin. Voilà. Et puis, excusez-moi, mais est-ce qu'il y aurait une alternative à la politique qui est actuellement menée par le gouvernement? C'est-à-dire une politique sociale, voire même socialiste, dans un pays quand même où un peu plus de la moitié de la population est en dessous du minimum de revenus, du seuil de pauvreté. Donc, je pense que libéralisme, social-libéralisme, pour moi, au total, les populations sont au cœur du programme. C'est ça. De la place, comme a dit Isabelle, pour l'humain, et que ce gouvernement fasse ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire réduire la pauvreté, faire en sorte que la richesse du pays puisse ruisseler sur le maximum de... C'est là où je vais redonner la parole à Élysée. Voyez-vous, c'est là où je pense qu'Élysée doit reprendre la parole. Est-ce que vous pensez que dans ce mano à mano entre libéralisme et socialisme, il y a quelque chose qui a pris le pas, et puis on va se quitter là-dessus, Élysée? Oui, il y a quelque chose qui a pris le pas. C'est le socialisme, vous pensez? Oui, je pense que ça a pris le pas. Et mais c'est justifié, parce que comme Alain le disait tout à l'heure, hein, vous ne pouvez pas adopter, si tant est que votre politique, c'est de veiller au mieux-être des populations, vous ne pouvez pas adopter une politique contraire. Quand on sait qu'on a en face une population dont la grande partie, aujourd'hui, vit en dessous du seuil de la pauvreté, tout ce qui peut être fait par un gouvernement qui se dit responsable, c'est vraiment d'aller dans le sens de mettre en place un ensemble de mécanismes qui permettent quand même de sortir de cette situation. Donc, ça ne peut pas être autrement. Et cela s'explique, en fait. Ça s'explique, justement. Et donc, on comprend, je ne dirais pas ce revirement, mais ce virage qui a été pris là. Voilà, ce virage qui a été pris. Mais moi, je ne voudrais pas que... C'est vrai, ce sont des cloches qui tendent à présenter enfin, ce qui se passe comme un socialisme pur. Non. Lorsqu'on est dans un pays où il y a un taux de chômage qui est quand même galopant, on a en même temps aussi des docteurs qui marchent et on a des problèmes d'hôpitaux. Toutes les populations n'ont pas accès à l'hôpital. Lorsqu'on parle de socialisme à grande échelle, comme vous le contemplez ainsi, j'ai un peu peur. Il faut observer que le régime Ouattara, certainement, fait des choses qui sont merveilleuses, les populations apprécient, notamment au niveau des infrastructures, quoique on peut débattre sur... Et on ne va pas créer le débat aujourd'hui. Merci, Christelle, parce que... Je le parlais tout à l'heure, on leur a permis de développer... Soyons courts, soyons vraiment courts. Non, ils ont quand même pris le temps de développer. Pour chuter, comme je sens qu'on veut passer à autre chose, pour chuter, il faut dire que
tant que le président Ouattara, c'est son travail de le faire. Il le fait bien, on l'apprécie. Mais en même temps, il faut faire attention à certains indicateurs, notamment de chômage et autres. La gestion même des budgets pour les grands marchés. Il faut qu'on en parle. Très bien, très bien. La différence, c'est que tu as dit, c'est qu'eux, ils ont dit. Non, mais permettons à il y a une grande différence, à moins que tu ne comprennes pas. Attendez, je veux qu'on fasse court, mais vraiment, il y aura quand même des moments de tiraillement, hein, j'en suis conscient. Vous ne faites pas, vous en faites pas, Alain. Pour terminer justement cette affaire d'idéologie, pour vraiment, est-ce que cela va nous mettre d'accord? Vous me direz. Non, mais écoutez, je pense qu'on va faire un mix de tout ce qui a été dit. L'essentiel, c'est de penser à la population. Parce qu'en tant que chef de l'État, quand on se lève le matin, c'est quand même de se poser la question de savoir si sa population est dans les conditions les meilleures. Il y aura toujours des pauvres. Dans tous les pays du monde, aux États-Unis, pour Herman qui y a vécu, pour vous qui étiez en France, André, et pour d'autres qui ont voyagé, il y a forcément des familles, des personnes, des hommes, des femmes qui sont en situation de fragilité. Ouais. Mais l'objectif de la politique, c'est de réduire justement ces disparités sociales. Et je pense que c'est la responsabilité d'un gouvernement responsable que de s'attaquer à ces terreaux qui fragilisent la société. Bien. Après, on prend l'appeler comme on veut. Ouais. Oui, si je peux juste réagir. Il faut qu'on y aille. Je pense qu'on pourrait faire une émission, parce qu'évidemment, parler d'idéologie, c'est tellement important. Revenons si tu parles, je parle. Non, mais c'est Alain dire qu'il n'y a plus d'idéologie, en fait, politique. C'est nous qui vous donnons la parole, Isabelle. Vous en faites pas, sinon je vais couvrir votre voix. Nous avons une chose, on a juste 5 minutes pour tirer quelques enseignements et regarder le sort de certaines personnalités au sortir justement de ces élections locales. Qu'est-ce que vous avez pensé du sort des uns et des autres, notamment ceux qui ont perdu et aussi ceux qui ont gagné? C'est vous qui aviez la parole, Isabelle, on vous la laisse. Quel enseignement vous tirez par rapport à ce qui est arrivé à certaines des personnalités? On a de très grands perdants. Je vais parler de ce qui mine l'actualité depuis hier. C'est donc la défaite du président du Sénat, Ahoussou Jeannot, donc dans le Bélier. Ce que moi je retiens fondamentalement, c'est que déjà la CEI est indépendante, parce qu'elle fait bien son travail, parce que je pense que si elle était aux ordres, je ne pense pas qu'un tel personnage, en tout cas de la vie politique ivoirienne, perdrait les élections. Ensuite, c'est que peu importe le poste qu'on occupe, les populations sont regardantes sur ce que la personne, le candidat, leur apporte fondamentalement. Et je pense qu'elles sanctionnent aussi quand elles ne sont pas satisfaites des résultats de ce candidat-là. Et je pense qu'on a assisté donc à cela. Très bien. Après, troisième point, et c'est sur ça que je vais m'arrêter, c'est que, et je pense que ça peut aussi susciter le débat, c'est que le président Ahoussou partait avec une longueur d'avance. C'est-à-dire qu'au niveau du RHDP, les grands électeurs étaient de 130, et au niveau du PDCI, il y en avait 124 ou 126. Ouais. Voilà, donc il avait vraiment une longueur d'avance, et finalement, il a perdu. Donc ça veut dire en fait qu'en réalité, il a été sanctionné soit par ceux-mêmes qui sont au niveau de son parti politique, ou alors, bon, j'ai pas envie de dire de l'autre côté, parce qu'il y a longtemps qu'il a quitté, en tout cas le PDCI, mais fondamentalement, il a été sanctionné par ses pairs. Alors, Daouda, comment comprendre ce vote sanction entre griffes? Parce que déjà le 2 septembre, il perd les régionales, ensuite le 16, il perd les sénatoriales. Comment ça se passe pour qu'un tel personnage puisse perdre en moins de mois 2 élections importantes? Bon, moi, je pense que je l'avais déjà dit sur le talk des vacances. J'avais dit qu'au-delà de tout ce qu'on va dire, même si la carte ivoirienne semble être orange de partout, si les candidats font un véritable lobbying auprès de leurs électeurs, forcément, ils vont gagner. Et c'est ce à quoi on a assisté au niveau Ça a manqué chez le président. Sûrement que son adversaire a fait un meilleur lobbying que lui. Je ne dirais pas que qu'on appelle ça... le RAGP devait voter systématiquement pour lui. Sûrement qu'il ne ferait pas l'affaire. Mais ce sur quoi moi je vais m'attarder, comme elle a parlé de Daoussou, très rapidement, c'est la défaite de Damana Picasse et la défaite de Katina, de ces personnes emblématiques du PPAC au niveau de leurs différentes communes. Sincèrement, la défaite de M. Katina m'a véritablement surpris parce qu'il a eu 6% au niveau de Port-Boué. Quand on regarde tout ce qu'il dit en longueur de journée, les journées du PPACI, on a l'impression que le PPACI a eu tout, mais franchement, au final, ils sont sortis bredouilles de cette élection et c'est vraiment Permettez dommage. à vos autres camarades de réagir rapidement là-dessus. Je voulais parler un peu. Tout à l'heure, j'écoutais Isabelle
sur la question de la CEI qui serait indépendante. On ne va pas revenir sur le lot d'accusations. C'était mon analyse, hein, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que tu veux commenter. On est dans le débat. Permettons à Herman de terminer. Non, je peux passer. C'est pas... Allons-y. Soyons courts. Ce que j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on oublie que c'était des élections à suffrage universel indirect. C'est-à-dire que c'était un système de grands électeurs. Donc on ne peut pas... C'est-à-dire que le jeu était déjà fait dès lors que dans une région, on connaît déjà la cartographie en fonction de ceux qui ont gagné. On connaissait la cartographie dans le bélier, mon frère. Même malgré ça, Aoussou a perdu. Oui, mais donc ça ne devait pas surprendre. Pourquoi est-ce qu'on s'étonne que Aoussou ait perdu dans le bélier du moment où il a déjà perdu les régionales? Ce sont les mêmes grands électeurs qui vont participer, ce sont eux qui sont nommés, les élus, conseillers régionaux, conseillers municipaux qui vont, donc ça ne doit pas étonner. Moi, en revanche, ce qui Parce que votre temps de parole n'est plus assez long. Bon, allez-y, il a la chute. En revanche, ce que je constate lorsqu'on parle de Aoussou Jano qui perd ces élections-là, c'est pour dire qu'il faut comprendre que le RHDP n'est pas forcément ancré, comme on le dit, dans certaines régions. Aujourd'hui, et Dieu merci, c'est ce qui participe à la démocratie dans la Côte d'Ivoire, parce que tout un pays ne peut pas être orange, sinon on va vers un parti unique. Très bien. Alain? Mais s'il travaille, on va aller... Alain avant Élisée, ou bien Élisée avait parlé avant? Bon, Alain, tout ça? Bon, écoutez, je pense que c'est une défaite quand même... Vous avez 1 minute. Hein. Qui va marquer le paysage politique, et notamment le paysage politique de cette région. Il faut savoir que c'est un transfuge du PDCI et ce départ ne lui a jamais été pardonné par ses compagnons. Et sans doute que la consigne a été de lui barrer la route parce que, n'étant plus sénateur, on ne voit pas comment il pourrait revenir au Sénat. Est-ce qu'il pourrait bénéficier, par exemple, d'une nomination du président de la République qui, quand même, nomme le tiers des sénateurs? Bon, je pense que ce serait vraiment un déni de démocratie. Et je pense que ce serait la prime aux mauvais élèves. Vous imaginez les enfants du scolaire, là, du primaire, à qui on refuse une énième chance, sous le prétexte qu'ils n'ont même pas 9 de moyenne, qui sont renvoyés de l'école, et un sénateur, parce qu'il s'appellerait M. Aoussou Jano, lui aurait droit à une 3e chance. Non, ce n'est pas possible. Je pense que politiquement, ça n'aurait pas de sens, et du point de vue moral, je ne pense pas que les Ivoiriens l'accepteraient. La démocratie... Élisée. Oui, c'est ça, quelle légitimité. Mais en même temps, il n'y a aucune disposition légale qui lui interdit. Nous sommes 2 à dire Élisée, donc on va écouter Élisée. Laissons Élisée parler. Élisée, point de vue, et surtout sur la chute de Alain. Oui, bon, moi je pense qu'il faut souvent faire la part des choses. Il ne faut pas vraiment être assez catégorique. Parce que je pense qu'on est en train de parler de Aoussou. Aoussou, c'est quand même une figure politique en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est quelqu'un qui, au regard des fonctions qu'il a occupées, bénéficie ou jouit d'une certaine expérience qui pourrait servir autrement. Si tant est que le président de la République a cette possibilité, au regard de la Constitution, de choisir qui il veut, mais il peut choisir même André, il peut choisir Christelle, il peut choisir... Ah bah j'aimerais bien. Hein. On ne peut pas lui en vouloir. C'est son droit le plus absolu. La loi lui donne ses prérogatives. Donc le président il est libre. Ça n'a rien à voir avec le fait que non, ça serait un déni de démocratie. Ça n'a aucun déni de démocratie. Ce n'est aucun déni de démocratie. C'est un point de vue. Voilà, c'est le président de la République. Il est libre de nommer qu'il veut au tiers des membres du Sénat. Cette base-là, il peut nommer qui il veut. Il peut nommer donc M. Aoussou. Et qui peut avoir l'agrément de tous les conseillers, tous les sénateurs. S'il vous plaît, messieurs. Personne ne dénie ce droit au président. C'est ça. Non, mais vous avez dit c'est un déni de démocratie, en fait. Mais du point de vue moral, est-ce que vous estimez qu'un homme politique qui a échoué à 2 reprises à 15 jours d'intervalle, est-ce que vous estimez normal qu'il soit remis en scène par la magie d'une signature? On reste sur cette question. Cette question va rester en suspens parce que ce sera pas, on va pas épiloguer sur le sexe des anges, parce qu'on ne sait pas ce que le président va décider. Mais au moins, lui, il est avec nous pour parler justement de crédibilité des journalistes. Les journalistes et leur rapport avec la recherche de la vérité, est-ce que c'est eux qu'on doit croire? Marc Abloflan est avec nous, il est de Reporters sans frontières. Et pour l'ouverture, Christelle, de cette nouvelle saison où on parle politique, société et du travail des journalistes, il fallait quelqu'un de Reporters sans frontières pour nous dire est-ce qu'au final, on est crédible quand on travaille dans un environnement qui est marqué par la prégnance des réseaux sociaux. Bonsoir Marc Abloflan. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, André l'a dit, hein, dans ce monde carrément digital, comment trouver la crédibilité pour celui qui veut faire du vrai journalisme? Plusieurs moyens. Respecter simplement les règles éthiques et déontologiques. Parce qu'aujourd'hui, justement,
Sur les réseaux sociaux, on a du mal à identifier celui qui est journaliste, celui qui est média, de celui qui ne l'est pas. Celui qui donne son point de vue. Celui qui donne son point de vue. Et donc, il est fondamental que les médias, que ceux qui s'identifient comme journalistes, reviennent à la base. Et la base, elle est simple, c'est le respect des règles éthiques et déontologiques, des règles de notre profession. On va vous donner la parole, les amis, mais une autre question pour aller dans le sens de Christelle, pour relancer notre invité. Les journalistes sont-ils donc responsables, puisque vous parlez d'éthique et de déontologie, sont-ils responsables de ce qui leur arrive aujourd'hui, puisque parfois eux-mêmes relaient ce que disent certains sites, certains de nos concitoyens sur les réseaux sociaux. Sans fact-checking en plus. Ouais. Oui, c'est que les réseaux sociaux ont fondamentalement changé la manière de travailler des journalistes. Ouais. Et de plus en plus, on a cette volonté ou cette envie d'un certain nombre de journalistes d'aller au rythme des réseaux sociaux. Alors que quand on est journaliste, donc qu'on jouit de ce statut particulier-là, on devrait pouvoir prendre le temps justement de faire de la vérification, de faire du fact-checking, de faire du sourçage de son contenu avant de l'avancer. Parce que quand vous êtes journaliste, vous n'êtes pas une personnalité lambda, vous n'êtes pas une personnalité X. Vous parlez d'éthique et de déontologie, du respect du code d'éthique et de déontologie. Mais en même temps, regardons en Côte d'Ivoire ici, quand on fait l'état des lieux, on se rend compte que la presse est bipolarisée en Côte d'Ivoire et elle est détenue en majorité par des groupements politiques ou par des hommes politiques. Comment est-ce qu'on sort de tout ce marécage boueux-là quand on parle d'éthique et de déontologie? Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein. Je crois que dans beaucoup de pays en Afrique, on a cette bipolarité-là. La presse est aux ordres. La presse est aux ordres. Ce qu'il faut, c'est simple. C'est deux éléments fondamentaux que nous avons d'ailleurs même développés dans un standard. C'est d'abord de la transparence. Et donc, on doit pouvoir savoir que ce média X est aux mains de tel groupe politique, de tel groupe d'intérêt, de tel autre groupe. Et la seconde chose, c'est le respect des règles éthiques et déontologiques, encore une fois. Parce que appartenir à un groupe politique, à un groupe économique, à un groupe d'intérêt ne vous empêche pas, en tant que journaliste, de faire votre travail comme il le faut, de respecter le minimum de règles de notre profession. Mais justement, comment respecter ce minima quand on est aux ordres? Comment garder sa crédibilité quand on est tenu par un appareil politique? Le public a besoin d'abord d'avoir l'information. Et quand je dis l'information, ce n'est pas l'information au sens générique. Le public a besoin de savoir que X média, par exemple, est aux ordres de Y. C'est un début de transparence. Et après cette transparence-là, le journaliste doit rester... Ce n'est pas parce qu'on est aux ordres, par exemple, qu'on ne peut pas respecter un minima. Un fait demeure un fait, que l'on soit... Je ne veux pas donner de nom de parti, de gauche ou de droite. L'interprétation du un fait demeure un fait, les commentaires sont libres. Ce qu'on reproche, je crois, aux journalistes aujourd'hui, c'est de moins en moins vérifier les informations ou en tout cas d'aller au rythme des réseaux sociaux et tout ça. Et donc, quelle que soit votre chapelle, vous devez pouvoir vous plier à ce minimum. Herman? Moi, la question que je veux poser, comment est-ce qu'un journaliste parvient-il à rester crédible pendant qu'on connaît, nous tous ici, la grille de salaire des journalistes en Afrique, notamment dans nos zones ici. Est-ce que le journaliste aujourd'hui, pour pouvoir se prendre en charge et travailler fidèlement, est-ce qu'il n'a pas besoin forcément de s'appuyer dans des réseaux politiques pour pouvoir être bien perçu dans la société? Est-ce qu'il y a un problème de traitement salarial? C'est la question qu'il pose. C'est clair qu'il y a un problème de traitement salarial. On a beaucoup de confrères encore qui ne sont pas rémunérés comme il faut quand ils sont rémunérés, parce qu'il y a beaucoup même qui ne sont pas rémunérés. Et ça, ce sont des problèmes réels. C'est des problèmes auxquels les associations, les organisations professionnelles s'attachent, des fois avec l'accompagnement d'un certain nombre d'États. C'est une problématique réelle. Mieux rémunérer le journaliste, lui donner les conditions, lui offrir une assurance, lui offrir un cadre de travail efficace, participe aussi à la qualité du travail que le journaliste peut fournir. Isabelle, de toutes les façons, quand on sait que ça peine en fait, en tout cas, cette revalorisation salariale, certains journalistes que je puis appeler corrompus reçoivent souvent des pots de vin pour écrire des articles, pour salir X ou Y. Dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui est fait? Ce n'est pas du journalisme que de recevoir des pots de vin, que d'écrire. Ce n'est pas du journalisme. Mais on les appelle journalistes. Oui, et c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, que ceux qui respectent un minimum les règles professionnelles, on puisse avoir une différenciation entre ceux-là et ceux qui font du mercenariat ou ceux qui vendent leurs plumes.
Et je le dis encore, ce n'est pas parce qu'on est créé par... Et ça, c'est pas seulement une question africaine. On a même en Europe des médias qui sont créés par des groupes d'intérêt politique, mais au moins, tout le monde a une affiche claire. On sait que ce média-là est de gauche, ce média-là est de droite. Permettons à Élisée juste de relancer notre invité, puis après on revient à Isabelle. Oui, bon, moi, ce que je vois, hein, à vous écouter, vous dites que sur les réseaux sociaux, les journalistes essaient d'aller au rythme des réseaux sociaux. Ce que je ne perçois pas trop dans votre phrase, est-ce parce qu'on est journaliste qu'on ne peut pas vérifier les faits dans un temps assez raisonnable et puis donner l'information? Parce que quand vous me parlez de l'heure des réseaux, aller au rythme des réseaux sociaux, c'est comme si vous dites, bon, que dès qu'on a une info, on passe en même temps ou bien on essaie de suivre des blogueurs, en fait. Voilà, des scoops, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Non, ne pas aller à l'heure. Ce que j'essaie de dire à travers ça, c'est que les journalistes ne doivent pas aller au rythme des réseaux sociaux. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde veut aller à ce rythme-là. C'est-à-dire une fois qu'une info... Quoi, le rythme, en fait? Une fois qu'une information est disponible, un individu X qui a un smartphone peut le capturer et le publier. Et généralement, comme les médias aujourd'hui sont aussi en quête d'audience, parce que l'audience signifie derrière le revenu, les médias sont tentés d'aller dans ce cercle vicieux-là, d'aller vite, de ne pas faire leur travail et aller au scoop. Et donc ce que nous recommandons aujourd'hui, c'est qu'un média reste un média. Le travail d'un média n'est pas le travail d'un individu X ou d'une page X sur les médias sociaux. Donc, rester dans le respect minimum de nos règles qui veut qu'on vérifie, qui veut qu'on ressource avant de partager. Permettez-moi, Marc, à Beaufland, c'est vrai, vous êtes responsable d'Afrique, il faut le dire quand même pour qu'on comprenne bien le programme qu'il porte, parce que je sais que vous avez de nombreuses questions. Vous êtes responsable d'Afrique donc de Journalisme Trust Initiative. C'est quoi justement ce programme que vous adressez à l'ensemble des journalistes de notre continent? Il s'agit de quoi exactement? La Journalism Trust Initiative, c'est un label. C'est un standard de type ISO pour les médias. Ouais. Vous le savez, dans toutes les industries, il y a cette normalisation, cette standardisation pour aller vers les meilleures pratiques. Malheureusement, jusqu'à un moment donné, ça n'existait pas dans les médias. Ce qu'on a fait, c'est de développer un label pour les médias. Et donc, c'est une certification de type ISO auquel un média, n'importe lequel comme le vôtre, peut postuler et obtenir in fine une certification. Et donc, cette certification est la preuve que les processus de production de ce média-là sont les bonnes et qu'in fine, le contenu de ce média est un contenu de qualité. Oui, c'est important, voyez-vous, les amis. Okay, tout à l'heure, vous recommandez, vous, au niveau de Reporters sans frontières, de rester dans l'éthique. Mais quand on regarde aujourd'hui le business model de la presse, vous dites qu'il ne faut pas courir à l'ère des réseaux sociaux et autres. Mais en même temps, les réseaux sociaux sont en train de tuer le modèle économique de la presse. Bon, quand je regarde, Herman parlait de grille salariale. Est-ce que les journalistes doivent-ils faire vœu de pauvreté? La question. Parce que je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est pour ça même, c'est un des constats qui a fait que nous avons développé ce programme. Parce qu'il faut trouver le moyen de redrainer les revenus vers les médias. Parce qu'aujourd'hui, les revenus sont éparpillés. Tous ceux qui produisent des fake news ont les revenus justement de ces médias sociaux. Et donc, un des avantages de notre programme, donc pour les médias qui passent ce processus de qualité-là, c'est un certain nombre de revenus de par les plateformes. C'est donc l'augmentation de leur reach, que ce soit par l'optimisation, par moteur de recherche, mais également l'augmentation de leur audience. Est-ce que vous avez un partenariat avec des gros médias comme les GAFA, par exemple, aujourd'hui? Nous travaillons avec les GAFA. Nous venons d'officialiser un partenariat avec Microsoft et nous sommes en train de travailler avec les autres. Non, Élisée, vous vouliez une dernière question pour terminer avec Marc Beaufland. D'accord. Moi, c'était juste de savoir, c'est cette certification. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a déjà des médias qui ont cette certification? Et éventuellement, c'est vrai, vous avez parlé de revenus sur les plateformes, mais en dehors des plateformes, quel autre je dirais, impact positif peut avoir ces médias-là qui sont certifiés? Très bien. Après la réponse, c'est bon. Alors, avoir des médias certifiés, l'impact que ça peut avoir, c'est qu'on sait que si on veut des informations crédibles, des informations qui sont de qualité, on sait vers qui se tourner. Ici, en Côte d'Ivoire, on essaie de travailler avec un certain nombre de partenaires pour qu'au-delà des revenus des plateformes, et donc que le patronat, que les plus grandes agences publicitaires puissent rediriger plus de revenus vers ces médias-là. Malheureusement, nous n'avons aucun média certifié pour le moment. Nous avons une dizaine qui sont passés à ce qu'on appelle le rapport de transparence et donc
qui sont en instance d'audit et donc dont on pourrait avoir les certifications dans les prochains jours. Très bien. Marc Aboflan, vous êtes donc de Reporters sans frontières. Hein. Vous portez justement pour notre zone ici le programme Journalisme Trust Initiative. On espère simplement... je peux vous poser la question. Si on vous demandait d'attribuer le label Live TV tout de suite, que diriez-vous ? Oui, oui ou non? Je dirais à Live TV de passer par le processus. C'est une question piège. Mesdames, messieurs, donc c'était la toute première pour une saison 4. Vous l'avez bien remarqué. J'étais avec ma chère consoeur Christelle. Je suis un bon moment. Bah oui, un bon moment. Et puis, on est en télévision. Au fur et à mesure, on essaiera de faire les bons ajustements pour que vous ayez un très bon programme. Merci Marc Aboflan, merci notre très cher Herman, Élisée Boloube, Isabelle, sans oublier Daouda, également Alain. Mais je ne saurais terminer cette émission, permettez-le, sans justement un petit coucou. Si je dis oyé oyé pour terminer cette émission, mon Brico. Merci à Brice qui a tenu la baraque. Et bon, on n'oublie pas vraiment toutes ces personnes derrière, la réalisatrice Eliane Lago, sans oublier Maï, Rachis, tout le monde. Merci, on compte sur vous pour permettre à nos téléspectateurs de passer de meilleurs moments en regardant Live TV. Merci à vous, à demain.